Merci à tout le monde d'être ici en ce début de printemps. Merci évidemment à l'IREF et au RECEF aussi pour l'organisation et pour la gestion de la logistique et tout, l'accueil. Et désolé là, s'il y a des personnes à qui j'ai déjà enseigné, qui ont déjà été dans mes cours sur l'antiféminisme, par exemple, parce que je vais reprendre quand même du matériel que j'ai déjà présenté, et qui est qui est évidemment aussi, qui se retrouve évidemment aussi dans le chapitre, dans l'ouvrage, et qui était donc la conférence présentée là, dans le colloque à Angers organisé par le JEDI, entre autres par Christine Barr. Et donc, le thème de ma présentation, c'est l'anarchisme. En fait, c'est l'antiféminisme à l'extrême gauche, et avec une figure spécifique, c'est Proudhon. Donc, un anarchiste très célèbre au 19e siècle, en fait considéré comme le plus célèbre pendant longtemps au 19e siècle, pas juste en France. Dans les réseaux socialistes, Marx débat avec lui, Bakounine s'en réclame, etc. Il a une sorte de descendance, le mutualisme ou le fédéralisme, il y a différentes façons de le présenter. Je ne présenterai pas, évidemment, l'œuvre de Proudhon ni tout son parcours. C'est un parcours un peu compliqué, mais en tout cas, tout simplement pour vous dire que il est considéré souvent comme un des pères fondateurs intellectuels de l'anarchisme. Je vais définir l'anarchisme extrêmement rapidement. L'anarchisme au 19e siècle, c'est un mouvement social. C'est lié à la grande famille socialiste qui est en composition à ce moment-là avec différentes tendances qui sont en train de se préciser, souvent dans la rivalité, dans le conflit d'ailleurs. Mais appelons ça, disons, la grande famille du socialisme, ou appelons ça le mouvement ouvrier ou le mouvement révolutionnaire. On est en 1850, 1860, 1870. Proudhon est avant la Commune de Paris. Il est aussi avant, disons, vraiment la prolétarisation du salariat en France ou vraiment le développement du capitalisme, comme on va voir plus tard à la fin du 19e siècle. Il est plutôt lié à une sorte d'économie d'artisans, ce qui explique entre autres un peu une sorte d'individualisme chez Proudhon. Mais donc c'est ça. Donc c'est à cet anarchisme que je fais référence, donc un mouvement évidemment qui est contre l'État, contre le capitalisme, contre la religion, très important évidemment, la religion catholique est évidemment très, très importante à ce moment-là, et les anarchistes, c'est une de leurs forces d'être anticléricaux. Et on aimerait imaginer évidemment que les anarchistes sont aussi antiracistes et antisexistes, qui sont contre toutes les formes de domination. Et donc, Proudhon est intéressant pour cela parce que, comme je l'ai dit, donc, il est vraiment considéré comme quelqu'un d'extrêmement important, mais par rapport à sa position sur les femmes, sur les rapports sociaux de sexe, sur le féminisme, il a l'avantage d'être extrêmement explicite, donc ce n'est pas une œuvre subtile d'exégèse ésotérique que je vous propose. En fait, absolument pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques pour comprendre qu'il est antiféministe et sexiste et misogyne. En fait, Proudhon écrit des centaines de pages sur ce sujet, dont dans une de ses œuvres qui est très considérée comme un peu comme sa Bible, si on peut dire ça comme ça, qui est, dont j'oublie toujours le titre d'ailleurs, De la justice dans la Révolution et dans l'Église, donc publié en 1858. C'est 4 volumes très importants. Il y a 390 pages sur les femmes qui portent principalement sur la démonstration de l'infériorité des femmes face aux hommes. Je vais y revenir. Mais aussi sur le mariage et sur les effets néfastes du féminin dans la société, 60 pages. Sur le mariage, 200 pages. Et finalement, ses disciples, ses admirateurs ont aussi publié à titre posthume un ouvrage de Proudhon qui s'appelle « La pornocratie », qui laisse entendre, le titre est un peu étrange, mais qui laisse entendre en fait que l'émancipation des femmes, la libération des femmes, les transformant en sorte de prostituées, dans un terme évidemment dans une perspective très péjorative chez Proudhon, et assez moralisatrice. Je vais essayer de clarifier tout ça. Donc Proudhon, il a écrit là-dessus. C'est pas une analyse par déduction ou une sorte de procès d'intention. Il est vraiment très clair. Il est premièrement sexiste, c'est-à-dire que dans ses écrits, il insiste pour dire qu'il y a une différence entre les sexes, que le sexe masculin est supérieur au sexe féminin et qu'il l'est de plusieurs manières.
Je vais vous citer rapidement des passages. Il dit, par exemple, entre la femme et l'homme, il peut exister amour, passion, lien d'habitude et tout ce qu'on voudra, mais il n'y a pas de véritable société. Pourquoi il n'y a pas de véritable société entre le féminin et le masculin? Parce que la différence des sexes élève entre eux une séparation de même nature que celle de la différence des races, mais entre les animaux. Donc, les hommes et les femmes seraient comme deux espèces animales différentes. Et d'ailleurs, il dit que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation morale entre les hommes et les femmes. Il va dire, évidemment, dans cette différence entre les sexes, que le masculin est supérieur au féminin. Vous l'auriez parié, j'imagine, même si je ne vous encourage pas au jeu. Proudhon, donc, affirme l'infériorité physique de la femme, ça c'est lui qui dit ça, l'infériorité physique de la femme résulterait donc de sa non-masculinité. Donc là, c'est pas nouveau dans la philosophie, évidemment, le féminin est une forme diminuée du masculin, il manque quelque chose en fait pour être complet. L'être humain complet, évidemment, adéquat à sa destinée, je parle du physique, c'est le mâle par sa virilité. La femme est un diminutif de l'homme, elle est inférieure devant l'homme, une sorte de moyen terme entre lui, l'homme, et le reste du règne animal. Donc, je pense qu'on peut en conclure que Proudhon est sexiste. Il va, là, je n'aurai pas le temps de préciser, mais il divise en fait son argumentaire en trois grandes sections sur l'infériorité physique, l'infériorité intellectuelle et l'infériorité morale. Il y a une drôle d'ailleurs de calcul mathématique là, par rapport à ça, mais ce n'est pas très important ici. Et donc, les femmes sont inférieures physiquement, intellectuellement et moralement. Il y a... donc ça, c'est une chose. Donc, il est sexiste, c'est-à-dire que le féminin est inférieur au masculin, mais il dit aussi explicitement qu'il est pour la domination masculine, ce qui est encore plus précis. Dans le cadre du mariage, dans le cadre du couple hétérosexuel, évidemment, le mari doit avoir, selon lui, un contrôle sur son épouse, sur sa femme, tandis que l'épouse, elle, je le cite, n'a que celui d'aider, aviser, informer son mari. En raison de sa force supérieure, ça on retrouve ça aussi chez John Locke et chez bien d'autres, évidemment, l'homme a une responsabilité plus grande, une sorte de fardeau de l'homme blanc, responsabilité plus grande, il se trouve constitué du droit même de sa puissance, et là c'est en lettres majuscules, en chef de la communauté, alors que le devoir de la femme est de reconnaître cette puissance, d'en réclamer les actes, de la provoquer, la puissance, de la servir et de s'y dévouer. Donc ça, c'est dans l'espace privé, si on peut dire. Il parle de la subordination de l'épouse à l'époux dans le mariage. Pour la paix domestique, ce qu'on retrouve aussi chez Spinoza, par exemple, il faut éviter les conflits pour ne pas ruiner la paix domestique qui est au fondement de la société. L'homme est du dehors, la femme est du dedans, et donc si on va dehors, il est aussi en fait pour la domination masculine dans l'espace public. Par exemple, il imagine, ça c'est dans la pornocratie, il imagine une assemblée populaire, on pourrait imaginer une assemblée générale, par exemple, et là, il va développer des arguments qu'on retrouvera chez les anti-suffragistes pour la question du vote. Il ne faut pas accorder le droit de vote aux femmes parce que l'épouse va voter différemment du mari, et donc ça, vous comprenez bien évidemment que c'est extrêmement problématique. On ne peut pas permettre un truc comme ça quand même. Et donc, ça a un problème évidemment au niveau politique, selon cette théorie, mais aussi dans le couple, parce que si l'épouse vote différemment du mari, vous connaissez le problème, c'est que quand ils reviennent à la maison, ils se divorcent. Mais Proudhon avait déjà pensé au problème avant, en parlant d'Assemblée générale. Il dit « Il est bien difficile que celle qui prend la parole devant l'Assemblée, donc il imagine une femme qui prend la parole devant l'Assemblée, n'ait pas le verbe un peu plus haut dans le ménage. Donc, si les femmes sont habituées à s'exprimer en assemblée, elles vont commencer à vouloir délibérer dans le couple, devenir des oratrices du privé. Donc ça, c'est évidemment insupportable. Proudhon ne pourra pas regarder la télé tranquille, par exemple. Et il continue en disant « À supposer que la femme puisse exprimer dans l'assemblée du peuple un vote contraire à celui de son mari, c'est les supposer en désaccord et préparer le germe de leur divorce. Et de toute façon, c'est dégrader la virilité de l'homme. » Donc là, il y a un double problème, c'est celui que je vous ai mentionné, c'est que si dans une assemblée générale, la conjointe s'exprime
en désaccord avec son conjoint, c'est un problème au niveau de leur vie sentimentale de couple, si on peut dire ça de même. Donc, ça ouvre la porte au divorce. Et puis, en plus, ça mine la virilité, c'est-à-dire l'homme va être humilié. Le camarade qui voit sa conjointe exprimer une opinion différente en assemblée se retrouve en quelque sorte humilié. Donc, il est sexiste. Je pense qu'on peut dire qu'il est aussi pour la domination masculine, aussi bien dans le privé que dans le public, à l'Assemblée, par exemple. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la deuxième partie de ma présentation, c'est plutôt de réfléchir à, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut, comment on gère ce problème d'avoir un anarchiste sexiste et machiste et pour la domination masculine. Les anarchistes, évidemment, ne sont pas les seuls à avoir ce problème-là. À peu près tous les philosophes républicains ont dit la même chose, et les monarchistes et beaucoup de socialistes aussi. Mais dans la mesure où je suis plutôt sympathique aux anarchistes et c'est mes amis, je me questionne plutôt sur ce courant que sur le courant monarchiste, par exemple, qui m'indiffère plutôt. Tout respect pour Élisabeth II, notre souveraine quand même. Évidemment, il y a différentes façons dans l'interprétation historique de Proudhon, mais on le retrouve aussi chez d'autres grands penseurs, de régler ces problèmes, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Rapidement, évidemment, et éventuellement, si vous vous intéressez pas à l'anarchisme, ça pourrait peut-être vous outiller un peu pour discuter aussi d'autres auteurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir, en fait, les interprètes de Proudhon, donc des contemporains à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Comme c'est un anarchiste célèbre en France, il en a plusieurs. Il est dans les dictionnaires de l'anarchisme. Il y a des livres sur Proudhon, il y a des articles sur Proudhon. Et j'ai essayé de voir, en fait, quelles sont les différentes postures que les interprètes adoptent face à cette question. Donc, ce n'était pas très compliqué. J'ai lu ce qu'ils disent et puis j'ai essayé de voir est-ce qu'ils parlent de cette question des femmes, de rapport avec les femmes, etc. Donc, il y a plusieurs manières de régler cette situation. Évidemment, la manière la plus simple et presque probablement, je ne sais pas si c'est la plus courante, mais en tout cas la plus simple, évidemment, et vous comprendrez pourquoi c'est pratique, c'est on fait simplement ne pas en parler. Donc, on lit le truc, puis on cherche, puis on trouve absolument rien. Donc, ça, on peut mettre ce livre de côté. Il y a l'idée, donc ça, c'est la première, on n'en parle pas. Donc, on consacre un livre ou un article ou une entrée dictionnaire à Proudhon, et même s'il a écrit 500 pages sur le sujet, on fait simplement ne pas l'évoquer. Proudhon, avec quelques autres défauts aussi, était profondément antisémite. On peut adopter la même position. Après, on trouve chez certains interprètes l'argument que personne n'est parfait. Effectivement, les interprètes non plus d'ailleurs. Et donc, ça, on le retrouve textuellement. En fait, c'est oui, Proudhon avait effectivement tenu des propos sexistes, mais que voulez-vous, personne n'est parfait. Donc, ça, c'est avantageux parce que ça permet de ne pas consacrer trop de place à cet enjeu. L'argument évidemment qui revient le plus souvent, c'est l'argument de l'archaïsme ou l'anachronisme. C'est à peu près la même chose. L'archaïsme, c'est qu'en fait, Proudhon, dans le fond, traîne derrière lui, en fait, des vieux préjugés qu'il régurgite un peu par erreur, en fait. Et l'anachronisme, c'est de prendre nos préoccupations d'aujourd'hui, donc du 21e siècle, et de dire « Ah, mais est-ce qu'il était féministe? Ah, non, il n'était pas féministe. » Et là, les interprètes disent « Mais ça, c'est vraiment pas gentil, parce que c'est des préoccupations de 150 ans plus tard, et lui, il ne pouvait pas à son époque, savoir que le féminisme et l'égalité entre les femmes, ça serait quelque chose d'intéressant et d'important. Le problème avec cette interprétation, et je pense qu'en histoire, je me retourne vers Christine parce que c'est elle l'historienne, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'en histoire, on peut faire ce travail avec plusieurs auteurs. C'est que le problème avec cet argument d'interprète, cette sorte d'excuse qu'on entend souvent, c'est qu'elle fait l'impasse sur le fait, ou par paresse, ou par mauvaise foi, ou par ignorance, qu'en fait, je pense qu'à peu près à toutes les époques, ceux qu'on appelle les grands penseurs, en fait, savaient très bien qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas contentes et qui, en fait, qui étaient pour l'égalité ou qui critiquaient. Des fois, d'ailleurs, c'est probablement leur sœur ou leur conjointe, mais en tout cas, et des fois, c'est peut-être d'autres hommes aussi. Mais quand on creuse un peu, on réalise, en fait, que si vous faites, par exemple, l'exercice de lire le chapitre sur l'éducation de Sophie dans Rousseau et Mill sur l'éducation, à plusieurs passages, Rousseau dit, il propose que l'éducation des filles soit différente à celle des hommes, mais qu'en plus elle soit
pour les hommes, qu'elle soit formée, qu'elle soit éduquée au service des hommes. Et à quelques reprises, Rousseau, dans ce chapitre, dit contrairement à celle qui prône l'égalité ou à la vaine théorie de l'égalité, donc ça veut dire qu'il a bien entendu parler de cette théorie. Et donc, si on fait le même exercice avec Proudhon, le problème, c'est que... j'ai plus beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'en fait, on sait tout à fait que Proudhon, c'est pas une question d'archaïsme ou d'anachronisme, parce qu'en fait, Proudhon, il connaît les arguments des féministes de son époque, il les mentionne, et même il débat publiquement avec elles dans des revues, à coups d'articles et de contre-articles, il les nomme, et en plus, dans le courant socialiste avant lui, donc ça c'est l'autre problème dans une interprétation du courant socialiste, 15, 20, 30 ans avant, il y a eu des auteurs masculins comme Charles Fourier, Cabet, Saint-Simon, mais aussi Flora Tristan, qui étaient en fait des socialistes beaucoup plus égalitaristes au sujet de la question des rapports sociaux de sexe, qui sont un peu méprisés par Marx, par exemple, qui les traite de socialistes utopistes, mais qui en fait, Marx oublie de parler de tout cet aspect de leur œuvre et de leur mouvement, et Proudhon les connaît aussi, et il leur répond d'une certaine manière. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a oublié ça parce qu'il était de son époque. En fait, il sait très bien ce qu'il fait. Génie d'Héricourt, par exemple, qui l'attaque dans une revue de philosophie, il lui répond. Et une des choses qu'il lui répond, entre autres, c'est de se choisir un homme pour écrire à sa place, parce qu'il ne va quand même pas commencer à débattre publiquement avec une femme, ça ne se fait pas. Donc ça, c'est un autre type d'argument qu'on peut, je pense... et des anarchistes de son époque, comme De Jacques, par exemple, Joseph De Jacques, lui écrit directement. De Jacques est un anarchiste français qui est en Louisiane à l'époque. Il est ulcéré par les propos de Proudhon sur les femmes, et il lui écrit directement, il le traite de vieux sanglier, porc, homme patriarche, Narcisse Proudhon, père Proudhon, etc. Il est vraiment en colère. J'attire votre attention sur un dernier argument qu'on retrouve chez les interprètes, qui est l'argument de... en fait, il y en a deux qui sont connexes, là, que c'est pas ça le problème. En fait, c'est pas que Proudhon est antiféministe, par exemple, c'est que il était de famille paysanne, où il était en fait contre l'individualisme anglais. Et donc, comme le féminisme est associé à l'individualisme, il était contre le féminisme, mais c'était un peu par défaut, comme Henri Bourassa d'ailleurs. On pourrait dire, en fait, c'était avant tout parce qu'il était inquiet de l'influence de la culture anglo-protestante, par exemple. Donc ça, c'est une façon de protéger l'idole. Et puis, ce qui est tout à fait important, et ça, là, c'est plus émouvant quand même, c'est la question du problème individuel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, en fait, Proudhon, il est antiféministe parce qu'il était amoureux, en fait, quand il était jeune, et il a été amoureux pendant plusieurs années d'une femme qui ne l'aimait pas et qui a marié quelqu'un d'autre. Et donc ça, on retrouve ça, en fait, dans ses carnets. De 17 à 22 ans, il était amoureux. Et donc, un de ses interprètes, Hopman, qui a publié une brique sur Proudhon et qui parle de cela, dit « Son ressentiment n'a-t-il pas rejailli sur toute la gente féminine ?» Et c'est toujours son interprète qui parle, l'absolue domination de l'homme sur la femme prônée par Proudhon ne serait donc qu'une vengeance individuelle. Si Proudhon se méfie tant de la femme et de l'amour, c'est qu'il en a souffert. Donc, c'est une sorte d'incel avant l'heure. Mais pour terminer, en fait, finalement, en termes d'interprétation, ce qui est dommage, c'est que les interprètes que j'ai consultés sur Proudhon, en fait, ils trouvent plein de manières de sauver leur idole ou de l'excuser ou de justifier ses propos, mais en fait, ils ne font pas l'effort d'aller voir, en fait, justement, les points de vue des féministes à l'époque qui le combattaient, comme Jenny Déricourt, Juliette Adams et d'autres, et qui, en fait, trouvent une explication très, très simple, en fait, à l'antiféminisme de Proudhon, et qui disent, en fait, c'est pas paradoxal, c'est pas une contradiction pour un anarchiste au 19e siècle de défendre cela. En fait, ça sert explicitement ses intérêts concrets et matériels. Et là, je vais finir avec quelques citations de Proudhon lui-même, qui écrit à son frère au sujet de son mariage avec Euphrasie Piégard. Il dit qu'il se choisit une femme d'un milieu ouvrier qui ne sait que travailler de 6 heures du matin à minuit
Elle n'a jamais rien lu de moi, n'en lira jamais rien. Du côté du bel esprit et des grimaces, je suis donc bien tranquille. J'ai tout lieu de croire qu'elle ne sera pas exigeante. Bref, je prends une femme pour les commodités de ma pauvre existence. Et dans une autre lettre, il dit qu'il prend épouse pour remplacer ma mère, pour me chauffer les pieds, me frictionner le dos, me faire à souper, me donner des enfants si c'est possible. Et il dit dans une autre lettre, j'ai toute sa correspondance, je suis la tête, elle est le cœur, c'est te dire que c'est une personne subjuguée, absorbée, fusionnée, tout ce qu'il y a de plus assimilé, de plus perdu dans la volonté de son mari. Et donc, je pense que si on fait référence à ce type de réflexion explicite, en fait, chez Proudhon, évidemment dans du courrier personnel, mais quand même explicite, c'est qu'il est très clair, en fait, que Proudhon défend, en fait, la domination des hommes sur les femmes parce qu'il en tire directement avantage et il en est même conscient, c'est pour ça qu'il se marie.